Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'experts est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Pour ce premier épisode de Parole d'experts, nous allons explorer le potentiel tunisien sur le marché africain. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir Monsieur Mortal Zanet, ingénieur centralien et fondateur d'un groupe de PME dans l'industrie et les services industriels. Vous êtes invité aujourd'hui en tant que gérant de Nielsen, une usine à Nfida en Tunisie qui conçoit et produit des solutions et des machines pour la gestion et la valorisation des déchets. Nielsen exporte sur 27 pays, dont 20 en Afrique, a 4 brevets et a reçu en 2016 le prix Hub Africa de l'entreprise africaine la plus innovante. Vous êtes également président du Cluster Taste Tunisie regroupant des sociétés du secteur agroalimentaire dont le but est d'exporter sur l'Afrique. Donc, quel est selon vous le principal atout de la Tunisie pour conquérir le marché africain ? Alors parlons déjà des choses qu'on ne peut pas nous enlever. Notre position géographique stratégique, on est en plein milieu de la Méditerranée. Carthage a été toujours le centre du monde, ouvert sur les quatre horizons, et notre proximité de l'Europe et de l'Afrique. Donc il y a ce rôle de passerelle et ce rôle de proximité qui est très important. La deuxième chose, c'est la marque Tunisie. Je dirais presque la marque Bourguiba. Les Africains nous voient toujours comme les petits-fils de Bourguiba, et cette marque marche encore très bien en Afrique. Le troisième point, qui est un point et positif et négatif, nous sommes, il faut le savoir, le pays le plus âgé, le plus vieux d'Afrique. La moyenne d'âge en Afrique de 32 ans, 60% des Africains ont 20 ans, donc il y aura peut-être des problèmes pour payer une retraite plus tard, mais malgré tout, ça veut dire que le Tunisien est un expert, ça veut dire que le Tunisien a de l'expertise, a de l'expérience à partager avec justement ses partenaires africains. Maintenant, le Tunisien est connu pour être compétent. On a 8500 ingénieurs qui sortent tous les ans, 1000 médecins qui sortent tous les ans. On est des gens diplômés, donc on est compétent, on innove. Dans notre cluster et dans d'autres clusters, il y a beaucoup de startups que je côtoie tous les jours. Et ces startups sont exceptionnelles. On a du mal à les garder, mais on a beaucoup d'inventivité en Tunisie et d'adaptabilité pour justement répondre aux besoins du marché. Alors moi, je dis toujours que le Tunisien est un excellent commercial, parce qu'on a une bonne proximité culturelle justement avec l'Afrique, avec l'Europe, avec les Français ou les Libanais d'Afrique. Et cette proximité culturelle est un atout indéniable que personne ne peut mettre en cause. Ça permet aux gens de s'adapter. Il faut voir, il y a beaucoup de Tunisiens dans tous les secteurs, ingénieurs, administratifs, médecins en Afrique. Il faut voir comment ils travaillent, comment ils sont appréciés et comment on leur demande de ramener d'autres collègues justement pour travailler dans les entreprises africaines. Un point important aujourd'hui également, on voit les soucis qu'a la relation franco-africaine, c'est qu'on n'a pas de passif colonial, et ça c'est important. C'est-à-dire que nous sommes des gens neutres qui faisons que travailler et faisons du mieux de ce qu'on peut soit qu'on s'expatrie, soit qu'on exporte sur ces pays-là. Autre chose, on a quand même des boîtes internationales tunisiennes qui s'internationalisent de plus en plus sur l'Afrique. Je pense à des groupes comme Sorouba, du groupe Achisha, je pense à Lila, je pense à Afrique Invest, etc. Et ces gens-là ont une très bonne autorité sur place. Et nous, en fait, on suit ce drapeau tunisien qui nous ouvre les portes. Autre chose, l'Afrique, la place de la femme. Là, je suis entouré de beaucoup de femmes dans votre studio et c'est très, très agréable. La place de la femme en Afrique est importante. Et nous, la place de la femme en Tunisie est importante. Et ça, c'est un point positif. Alors, dernier point, c'est maintenant, parlons des produits. Nos coûts sont très compétitifs en Tunisie, contre nos concurrents européens, contre nos concurrents également marocains, égyptiens, africains du Sud, etc. Donc, moi, j'ai un ami qui a 7 filiales dans le monde. Il m'a dit il y a quelques années, le seul pays où, malgré l'augmentation des salaires en dinars tunisiens, où le salaire en euros baisse, c'est en Tunisie. Il baisse malgré l'augmentation des salaires à cause justement du glissement du dinar. Donc on est très compétitif, et moi si je ramène ça à ma boîte, on fait des machines
On est compétent. On a des ingénieurs qui dessinent, on innove, on a des brevets, on a des machines adaptées au marché, on est compétitif niveau prix, etc. C'est exactement ce genre de points qui sont nos atouts. Il y en a d'autres, mais si je veux résumer, c'est ce que je mettrai en avant. Très bien, donc en capitalisant sur cette richesse, comment la Tunisie pourrait se positionner face à d'autres pays africains en matière de compétitivité des exportations? Très bonne question, je vois que vous avez bien préparé l'émission. Alors, je parlerai d'abord déjà de nos capacités d'exportation de manière générale, par rapport aux Africains, par rapport à nos concurrents, aux confrères africains. La Tunisie est dans le top 10, c'est-à-dire l'Afrique qui exporte des matières premières, du pétrole, des minerais, beaucoup de minerais. On est top 10, on est 10e, on est juste à la barre. 10e, alors derrière l'Afrique du Sud, derrière des pays comme l'Angola, comme l'Algérie, comme le Nigeria, mais je répète, on n'a pas de minerais exportés, on n'exporte que notre savoir-faire et nos produits manufacturés. Donc ça, c'est important. Alors la Tunisie, 3% des exportations africaines vers l'extérieur du continent africain sont tunisiens. Donc notre chiffre est de 3%. Par rapport à nos exportations maintenant dans le monde, 10% des exportations, c'est l'Afrique du Nord, et seuls 3%, c'est l'Afrique subsaharienne. Mais c'est pas mal, on était à 1,5, on a doublé en quelques années, j'ai pas le chiffre, je crois en 5 ou 6 ans, on a doublé nos exportations sur l'Afrique subsaharienne, mais on est loin derrière le Maroc, qui sont à 8%. Alors, là, il faut voir, en fait, lorsque des délégations marocaines arrivent à Abidjan, ou à Dakar, ou au Gabon, à Libreville, etc., derrière le roi, une centaine d'hommes d'affaires qui signent des contrats à tout va, on n'a pas ces moyens. Il faut voir ce que fait l'Algérie. Ils sont en train de construire 10 000 kilomètres pour aller au Nigeria, à Lagos. Donc la transsaharienne, c'est un projet exceptionnel. Vous trouvez du papier toilette algérien à Lagos. 50% du prix du transport est pris en charge par l'État. Donc que coûte un rouleau de 100 grammes? Imaginez qu'il fait Alger, la moitié du transport, qui est le plus lourd dans cette exportation, est prise en charge par le groupe algérien. Alors nous, par l'Algérie. Alors nous, on ne demande pas autant et on n'a pas les moyens de nos politiques, en fait, à l'exportation. Je parle d'un point de vue gouvernemental et de l'État. Donc nous sommes de gros travailleurs. Toutes les réussites dont je parlais tout à l'heure qui sont là-bas, ce sont des initiatives personnelles et on demande juste à l'État de jouer son rôle de prestataire de services, en fait. Une chose également très importante, ce sont les sociétés de commerce international qui, depuis 20 à 25 ans, 30 ans, ont l'expertise et ouvrent justement les marchés sur l'Afrique. Il faut aider ces sociétés de commerce international. Le plus gros avantage qu'on vient d'avoir, c'est notre adhésion à la COMESA. COMESA, c'est 560 millions d'habitants, des pays plutôt anglophones qui ne sont pas naturels pour nous, mais ce gros marché, nous sommes le dernier pays à avoir intégré, et ça se fait par voisinage en fait. Donc on est le dernier côté Est, l'Algérie n'est pas encore dans la COMESA, le Maroc n'est pas encore dans la COMESA, et moi qui ai visité par exemple Nairobi avant l'adhésion et après l'adhésion, il y avait à l'époque, avant l'adhésion, 7 marques européennes d'huile d'olive et une seule marque tunisienne, CHO, Terre d'Elissa. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Il y a 7 marques d'huile d'olive tunisienne et 3 marques européennes, une française, une italienne, une espagnole, qui payent 30% de droits de douane quand on en paye 0. Et c'est la même chose pour les bureaux d'études. On a des compétents, les Concept Africa, Connect, Comet, SET, Studi. Donc, que ce soit les services ou que ce soit les produits, nous sommes bien positionnés, nous avons beaucoup d'atouts. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la marque Tunisie est aimée sur ces pays-là. Et donc, Monsieur Zanet, quelle stratégie les entreprises tunisiennes doivent privilégier pour réussir sur le marché africain? Avant de parler même des entreprises tunisiennes et de leur stratégie, je voudrais parler de la stratégie de l'État. C'est quand même exporter avec autant de concurrents, c'est une vraie guerre économique. Et on dit toujours, lorsque vous n'avez pas de stratégie claire, vous êtes en fait dans la stratégie de vos concurrents. Et nos concurrents, c'est le Maroc, la Chine, l'Inde, la Turquie. Donc c'est de gros mastodontes, de gros concurrents. Juste en 2 mots, la Chine, ce que fait la Chine, stratégie de la Chine en Afrique, c'est impressionnant. La Chine, en 20 ans, a construit 100 ports en Afrique, a construit 1000 grands ponts en Afrique, a construit 10 000 kilomètres de chemin de fer, a construit 100 000 kilomètres d'autoroutes. Donc, face
à ce mastodonte, il faut vraiment mettre une vraie stratégie. Et là, j'ai des idées en vrac. Alors, certaines sont simples, certaines sont complètement utopiques, mais on est là pour rêver ensemble. Donc, rêvons ensemble. Déjà, les banques. Il faut que les banques tunisiennes aillent en Afrique. Je rappelle que la première banque maghrébine en Afrique, c'était une filiale de la STB qui s'appelait la BST, Banque sénégalo-tunisienne, qu'on a vendue à Tijari Bank en 2006. 40% des banques au Sénégal aujourd'hui appartiennent à des Marocains. Sans banque, il n'y a pas de business. Ou ça coûte très cher. Petit 2, les assurances. Alors les assurances, ce n'est pas que pour le métier basique d'assurer. Les assurances nous permettent d'avoir des informations sur le pays, sur les clients, sur les concurrents. L'information en Afrique est rare, l'information en Afrique est biaisée. Donc les assurances nous permettent d'avoir des études de marché et c'est un boulevard pour ceux qui ont nos assurances sur place. Tunisair doit multiplier le nombre de destinations sur l'Afrique. Une ligne de la CTN, et je vois qu'on hoche de la tête, c'est vrai, Tunisair va mal, mais il y a des stratégies pour qu'elle aille mieux. Pourquoi ne pas ouvrir des relations avec d'autres compagnies internationales? Et c'est le seul moyen. Faisons la comparaison par rapport à Royal Air Maroc, faisons la comparaison par rapport à Turkish Airlines. Sans ça, ça coûte très cher, c'est très long, et c'est impossible d'aller rapidement et d'être réactif. La même chose, les lignes maritimes. On parle du port d'Anfida depuis 20 ans, mais pourquoi ne pas lancer justement un groupage à Anfida avec la CTN? Donc voilà un peu, ça tout le monde est au courant de ces points faibles-là, et ça c'est la stratégie de l'État. Maintenant, l'État, il ne faut pas taper non plus ou tirer sur l'ambulance. Le CEPEX fait du mieux de ce qu'il peut avec le peu de moyens qu'il a. Je me rappelle avec émotion de Slim Yahya, qui est un RCT qui est décédé dernièrement au Kenya. Comme ça, plus un excellent RCT, en 3 ans, elle a fait plus 80% de ventes sur le Kenya. Mais le CEPEX, quand on va en Afrique, ça coûte très cher. Et il y a le fonds de promotion d'exportation, le FOPRODEX, qui permet de rembourser les frais. Business France ne fait pas de remboursement après coup, fait une avance sur frais. Ce genre de détail fait toute la différence. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Tout à l'heure, vous disiez à l'introduction que j'étais président d'un cluster Thaïs Tunisie. Oui, les clusters, on a de très bons résultats. On a fait plus 80% d'après la GIZ. Moi, je pense qu'on serait un peu moins, mais malgré tout, sur les 5 pays que nous avons prospectés ensemble en tant que cluster, en tant que travailler, aller en groupe, mutualiser nos efforts. Mais la cluster en Tunisie, il n'y a que 2 choix. Soit un groupement d'intérêt économique, c'est très lourd. Quand un nouveau membre arrive, il doit hériter de tout le passif. C'est comme s'il était actionnaire dans une société, en fin de compte. Ou bien les associations. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un grand débat. Il y a des choses en mouture avec les associations. C'est pas simple. Donc les clusters, en Europe, il y a ce qu'on appelle le consortium. C'est un statut juridique spécifique. Voilà, allons-y. Etc., etc. Alors, on va commencer à taper un peu sur, justement, l'administration, les procédures douanières qui sont très lourdes. Un douanier, c'est celui qui me fait réussir ou rater l'export, en fait. Donc, pourquoi pas faire une ligne SOS hotline, 24/24, 7/7? Voilà. Rendre la chose plus souple, rendre la chose... Parce que nos concurrents en face, ils ont tous ces moyens-là. Et donc, on se bat contre et notre administration et contre les concurrents sur le marché. Et je parle des exemples concrets. Embaucher des commerces, embaucher des étrangers. Moi, j'ai embauché un responsable commercial pour l'Afrique de l'Ouest, un Ivoirien. 2 ans et demi chez moi, il n'a jamais eu sa carte séjour, alors qu'il était étudiant, juste avant, il a fait ses études ici. Pas de carte séjour, donc pas de compte en banque, pas d'allocation voyage d'affaires. C'est ingérable. Et j'ai fait des pieds et des mains pour justement lui ramener sa carte séjour. À la fin, on a arrêté l'expérience et il est rentré chez lui. Revoir la politique d'échange. Payer 1 000 € de commission à un apporteur d'affaires qui vous ramène au fin fond du Mali une affaire, c'est ingérable, je vous le dis. Donc il faut dépoussiérer un peu tout ça. Il faut que l'administration se rende compte qu'on est des guerriers, qu'on est des soldats, qu'on devrait nous mettre vraiment une décoration pour l'effort que l'on fait. On rame contre-courant, contre nous-mêmes ici et contre nos concurrents là-bas. Et donc je répète, comme je disais tout à l'heure, on ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas justement les avions bourrés avec, comme le fait le Maroc, d'hommes d'affaires, avec un président qui nous... Non. Prestation de service, donnez-nous le minimum syndical dont on a besoin. Un exemple, les visas. C'est indécent que les Européens ou les non-Africains puissent rentrer en Afrique sans visa, et nous, en Afrique, on a besoin de se mettre des visas. Donc commençons, nous, à enlever les visas pour qu'on ait par réciprocité la suppression des visas dans ces pays-là. Et enfin, il y a beaucoup d'acteurs, peut-être beaucoup trop d'acteurs ensemble. Il faut les ministères, le CEPEX, l'UTICA, la Connect, TABC, les chambres de commerce, etc. Il faut unifier tout ça, il faut simplifier tout ça.
Et dernier point, je vois que j'ai été passé de la limite d'heure, mais je parlais au tout début de la passerelle, justement. Il faut co-développer, profiter, co-développer, aller ensemble avec les Européens, même l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire que nous, au Kenya, là, on a un projet au Kenya potentiel, et on est en train de discuter avec un Algérien pour qu'on fabrique sa capacité de fabrication et son modèle en Tunisie, pour qu'on aille avec un produit tuniso-algérien sur le Kenya. Donc ce sont ces coopérations qui font qu'il y ait du gagnant-gagnant. On n'est pas que des concurrents, on peut travailler ensemble, justement. Donc merci beaucoup Mortal Zaned. Merci. Nous étions ravis de profiter de votre expérience et de votre expertise. Et à très bientôt. Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité de partager ma passion justement sur l'Afrique. Merci. Merci. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Qawefl, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.